Où est l'argent? Où est l'argent? Sud Radio, la radio du rugby. Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Donner de l'argent à un paresseux, c'est donner de l'absinthe à un alcoolique. On va parler du Pays de Galles, le Pays de Galles au bord du gouffre. 4 franchises, probablement bientôt réduites à 3 des internationaux attirés par le projet R360. Une génération faible, on peut le dire, 18 défaites sur les 19 derniers matchs. La situation est d'une gravité inédite, Philippe Spanghero. Ça va être le sujet du jour parce que ça va être important durant ces tests de novembre. Commençons sur le plan économique. Philippe, quelle est la situation actuelle avec les 4 franchises et les dernières informations ? La situation n'est pas très bonne. Il faut rappeler quand même que le principe des grandes fédérations du monde, à part la France, c'est que les fédérations financent directement des franchises. Et donc, c'est le cas aussi au Pays de Galles. Actuellement, 4 franchises. Les problèmes financiers se sont quand même accumulés ces dernières saisons. L'après-Covid a été très difficile pour le rugby gallois. Et on peut se poser la question quand même de la capacité de l'ancienne gouvernance à avoir géré cette période-là, puisque c'est le moment en plus où toutes les fédérations qui participent aux 6 nations ont vendu des droits à CVC et ont reçu une somme d'argent quand même très conséquente qui devait servir au développement de la pratique et au développement de la performance dans les pays concernés. Et en 2023, la fédération galloise a annoncé une perte record sur un budget de 100 millions, un peu plus de 5 millions de livres de pertes sèches. Et depuis, elle court derrière ce déficit qu'elle a du mal à rattraper. Et donc, elle essaie de prendre des décisions, mais on a l'impression, en fait, que ça manque de cap du côté gallois et d'une vision moyenne-long terme qui allie la vision financière et la vision sportive, parce qu'on voit que financièrement, c'est dur et que forcément, ça impacte la haute performance et le niveau de son équipe nationale et de son rugby de club ou de franchise nationale. On parlait des 4 franchises, il y a les Dragons de Newport, les Ospreys de Swansea, les Scarlets de Clannickley et les Cardiff Blues, la capitale galloise. On nous dit aujourd'hui qu'une de ces franchises va disparaître. Quel est ton pronostic sur la franchise qui devrait disparaître ? On rappelle d'ailleurs que ces équipes-là évoluent dans l'URC avec des équipes irlandaises, nord-irlandaises, écossaises, italiennes, sud-africaines. Oui, il va y avoir un peu de chamboulement. Alors tout ça, ça va être très politique aussi. La fédération a annoncé que bien sûr Cardiff resterait et qu'ensuite on allait, après une étude minutieuse des zones de potentiel de licenciés sur le territoire, garder une équipe à l'ouest du pays et une équipe à l'est du pays. Donc en partant de là, on fait nos hypothèses. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas, quoi qu'il arrive, peu importe l'équipe qui va disparaître, c'est pas un bon signal. Et je le répète, on en a parlé pour notre top 14, parce que lié à cette annonce, il y a l'annonce des budgets qui vont être débloqués par la fédération pour aider ces trois provinces demain. Donc on prévoit une aide, la fédération prévoit une aide estimée à 7,8 millions de livres par saison par province. Donc, vous pouvez estimer que les provinces, elles ont des sources de revenus additionnels avec un peu de sponsoring, un peu de billetterie, mais ça a beaucoup moins d'impact, c'est beaucoup moins significatif dans les budgets que ce qu'on connaît en France, que ce qu'on peut connaître en France. Donc, vous allez avoir potentiellement des provinces qui vont tourner aux alentours de, 11-12 millions. 12 millions, c'est aujourd'hui les équipes qui espèrent accrocher le top 6 de notre Pro D2. Et là, on parle d'un des grands pays du rugby, d'une des grandes fédérations qui est propriétaire de son stade depuis 1999, qu'elle a monétisé, avec lequel elle a des revenus importants. Donc, je ne sais pas si on se rend bien compte quand même de ce qui se passe à l'échelle du rugby dans le monde, quand on se dit qu'une fédération qui génère 100 millions de chiffre d'affaires va avoir du mal de même péniblement à faire vivre 3 équipes avec une subvention de cumulé de 7 x 3, 21, de 25 millions d'euros par le bout du bout chaque année, quoi.
Et d'autant plus que moi j'ai souvent entendu ce refrain, Félix Panguero, que le rugby gallois était malin ces dernières années, ces 10 dernières années. On parlait souvent de franchises qui étaient à haut niveau, hein, sportivement, notamment en Coupe d'Europe. On disait il y a 200 000 licenciés, ils ont 4 franchises, ils gagnent le tournoi de destination en 2021. Longtemps, ce modèle a été souligné comme plein de vertus, notamment aussi avec la propriété du Millennium. Donc longtemps, on s'est dit que le Pays de Galles gérait très bien les choses. Alors comment ça a pu s'écrouler aussi vite ? D'abord, peut-être qu'on a manqué encore une fois de vision de la part des gouvernants de ce rugby gallois ces dernières saisons, parce que comme ça a pu se passer pour la France, on a vendu une partie des droits, chaque fédération a vendu une partie de ses droits destination, qui est clairement la poule aux odeurs de chaque fédération, puisque ça vous assure un socle budgétaire qui est quand même colossal et récurrent et qui amène de la visibilité, etc. Il y a eu cette cession qui a amené une somme en cash très importante qui devait servir vraiment à assainir les finances, à consolider le développement du rugby sur les territoires, etc. Et on voit que pour beaucoup de fédérations, c'est pas ce qui s'est passé. Alors le Covid est passé par là, mais j'ai l'impression quand même que le Covid a eu bon dos pour certains dirigeants. Mais en tous les cas, ce qu'on peut se dire du côté du rugby gallois, c'est clairement un manque d'anticipation, parce que bien sûr que sur le papier, le modèle est le bon. Et on l'a dit souvent, avoir la capacité à être propriétaire de son stade. Le Millennium Stadium, il a été créé en 1999 pour un montant de travaux estimé aux alentours de 150 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, pour réaliser des enceintes pareilles, les budgets qu'on évoque, c'est des budgets de 280, 300, 350 millions d'euros. Donc aujourd'hui, ça fait 25 ans que le Millennium Stadium est exploité. Ce Millennium Stadium, il s'est appelé pendant 10 ans le Principality, parce qu'il y avait un naming important en plus qui était une source de revenus additionnelle à la fédération de plusieurs millions de livres par an, qui était de la marge nette, du bénéfice net pour cette fédération. Et donc on se pose la question, parce que tu parlais tout à l'heure de 200 000 licenciés, c'est très difficile de connaître le nombre de licenciés dans ce genre de pays, parce que il y a une organisation notamment avec le rugby universitaire qui est très présent et très fort et qui est un vivier important pour la formation, et c'est pas tout à fait évident de considérer ces joueurs-là comme des licenciés. Enfin, il y a des débats autour de ça. Donc moi, les chiffres que j'ai en termes de licenciés purs de la fédération galloise, c'est plutôt la moitié. Donc quand vous dites que vous avez une fédération aussi puissante financièrement, propriétaire d'un des plus grands stades de rugby du monde, qui organise des événements toute l'année, des concerts des plus grandes stars du monde, qui a des sources de revenus importantes parce que elle maîtrise son outil, et qu'aujourd'hui elle est dans cette situation-là, ça pose des questions. Mais surtout, le retard qu'a pris cette fédération en termes de formation et d'investissement dans sa formation sur son territoire, on peut craindre qu'elle mette beaucoup de temps à le rattraper. Et on voit ce qui se passe. En fait, 2021, pour moi, ça a été l'arbre qui cachait la forêt. Où vraiment, cette fin de règne de cette génération a assuré jusqu'au bout. Mais après 2019, après cette déconvenue quelque part pour le rugby gallois, puisqu'il y avait tellement d'ambition, on les imaginait champions du monde. Et donc, il y a eu une telle déconvenue que derrière ça a continué à performer un peu avec cette génération-là. Et cette fédération n'a pas du tout anticipé le renouvellement de génération. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle a le bassin? Est-ce qu'elle a le vivier? Et est-ce qu'elle a mis les moyens suffisants aujourd'hui pour avoir une formation qui lui permette de continuer à prétendre au top 10 mondial? C'est même ça la question qu'il faut se poser pour le rugby gallois dans les années qui arrivent. Et justement, tiens, tu parlais de la formation et donc du sportif. On a toujours eu des immenses joueurs gallois, hein, Stephen Jones, Shane Williams, Jonathan Davis, Jamie Roberts, Alan Wynne Jones, voilà, des joueurs qui ont incarné le rugby gallois de façon exceptionnelle parmi toujours les meilleurs joueurs mondiaux. Aujourd'hui, sportivement, la génération elle est incarnée par Jack Morgan, qui est un capitaine magnifique, mais quand même assez esselé, et aussi par Louis Rizamit, mais qui sur les 2 dernières années a tenté de rejoindre le football américain, la NFL, et qui est maintenant de retour. Mais est-ce que c'est suffisant pour incarner le rugby gallois, ces 2 joueurs-là? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça, Philippe.
Non, malheureusement, c'est pas suffisant. Alors, on se pose une question. On entend moins parler du modèle écossais, mais malgré tout, on voit que les franchises écossaises sont quand même en difficulté sur la scène internationale. Donc, on peut se poser la question aussi du sujet de la formation écossaise. J'ai l'impression quand même que se détache un bloc dans ce rugby du Nord. Fort entre les Français, les Anglais qui avaient décroché, mais qui aujourd'hui, sincèrement, ont fait du bon travail et reviennent vraiment en consolidant les bases, et le rugby irlandais qui est toujours fidèle à lui-même avec un modèle économique maîtrisé, avec deux grandes franchises, parce que aussi il faut pas oublier qu'ils ont fait ce travail-là, mais beaucoup plus en douceur que les Gallois. Avant, il y avait beaucoup plus de provinces irlandaises sur lesquelles la fédération mettait des vrais moyens. Aujourd'hui, on voit que c'est quand même un peu plus centralisé sur le Leinster, l'Ulster et un peu le Connacht, mais bon, avec quand même beaucoup moins de moyens et d'ambition. Mais on semble ces trois pays beaucoup plus solides, et les Écossais et les Gallois, je mets un peu de côté le rugby italien qui a sur le principe le même modèle de franchise, mais qui part quand même de beaucoup plus loin en termes de licenciés, en termes de structuration économique, décrocher un peu. Et donc c'est un peu inquiétant parce que on a quand même, je le répète, mais aujourd'hui on a un produit économique pour toutes ces nations-là, qui est le tournoi Destination, qui est une poule aux œufs d'or, même si une partie des parts ont été vendues à CVC. Il reste quand même des revenus récurrents par fédération en direct de la société commerciale Destination, entre 25 et 30 millions d'euros par an par nation. Et puis ensuite, chaque nation a les revenus directs des matchs qu'elle accueille, en billetterie, en hospitalité, en partenariat, etc., qu'on peut estimer aux alentours de 5 millions d'euros par match. Donc, en fonction de l'année pair ou impair, où on reçoit 2 ou 3 fois, vous voyez ce que ça fait. C'est ça, c'est-à-dire que dans le budget, tu commences tout de suite avec 40 millions dans les poches, quoi, à minima. Oui, même plus, parce que t'as tes sponsors pluriannuels, t'as les droits aussi. C'est colossal, hein. Ben oui, mais c'est même bien plus que ça. C'est même plus que ça, puisqu'il y a aussi les droits des tournées d'automne, etc. Donc ça pose vraiment des questions sur le modèle économique du rugby. Qu'un pays comme le Pays de Galles, même si c'est un tout petit pays, je le répète, il a des moyens financiers très importants qui proviennent en grande partie du tournoi Destination et de ce que ça amène en termes de business, de merchandising, de relations publiques, de billetterie, etc. Avoir du mal à faire vivre 3 équipes, parce qu'elles doteraient ces équipes de 15 ou 20 millions de livres. On pourrait se dire qu'en effet, c'est un peu compliqué, mais là, quand il y a cette annonce qui est faite de l'arrêt d'une franchise et qu'il y a les montants qui sont mis en plus en perspective, on se dit que c'est compliqué. Et le rugby gallois qui, après donc 18 défaites sur les 19 derniers matchs, affrontera l'Argentine le 9 novembre, le Japon le 15, la Nouvelle-Zélande le 22 et l'Afrique du Sud le 29. 4 magnifiques matchs du côté donc du Principality Stadium, du Millennium Stadium de Cardiff. Merci beaucoup Philippe Spanghero. On te retrouve demain au cœur de la mêlée. Bon Pro D2. Belle Pro D2, bonne Pro D2, hein, c'est féminin.